bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous présenter une solution donc, qui s'appelle Rockidem donc, pour la simulation de particules et avec un focus sur la partie de calibration de matériaux, de calibration de particules et dans ce cas appliqué à des particules de carottes. Donc, c'est un sous-projet pour un de nos clients dans le secteur alimentaire et donc on avait besoin de définir les propriétés physiques des carottes pour ensuite aller plus loin dans la simulation. Alors déjà, quand on parle de DEM, de quoi parle-t-on, hein? Donc en fait, c'est la méthode des éléments discrets. Donc c'est une méthode numérique qui permet de suivre la dynamique des particules prises individuellement, donc ce qu'on appelle les éléments discrets. Et donc, on va suivre le mouvement de ces particules lorsque celles-ci sont soumises à des efforts extérieurs. Donc les efforts extérieurs, ça peut être la gravité, des forces électrostatiques, un écoulement fluide, enfin, ça peut être plein de choses. Quand on fait de la simulation DEM, donc on va pouvoir simuler tout type de particules. Donc là, on a quelques exemples sous les yeux qui sont vraiment 2-3 exemples parmi beaucoup d'autres. Donc ça peut être des particules très fines, telles que des poudres. Et puis des particules qui peuvent être beaucoup plus grosses, donc comme du sable mélangé avec des cailloux et des roches, donc ce qu'on retrouve dans l'industrie minière, mais également des particules de forme un petit peu aléatoire ou enfin un petit peu arbitraire, comme on peut l'avoir dans l'alimentaire ou dans le pharmaceutique, comme on l'a sous les yeux, donc avec des chips ou des comprimés. Et donc, tous ces types de particules, on va pouvoir simuler leur comportement dynamique avec le logiciel Rocky. Alors, pourquoi on va vouloir simuler ces particules? Parce qu'en fait, il y a plein d'applications, que ce soit dans l'exploitation minière. Donc, Rocky, initialement, enfin, l'origine vient de l'industrie minière. Donc, Rocky est un logiciel qui a été développé par la société E3S, qui est basée au Brésil, mais qui est très lié avec Ansys. Et donc, les développements ont été faits pour l'industrie minière au Brésil. Parce que, l'industrie minière est fortement implantée en Amérique du Sud. Donc, pour le transport de roches, pour les problématiques de concassage, par exemple. Et puis après, on peut trouver d'autres applications dans l'agriculture, donc pour tout ce qui est transport de grains, par exemple, tout ce qui est lié aussi à les problématiques de fibres, donc par exemple les presses à foin, les tondeuses, couper l'herbe, voilà, donc pour éviter par exemple qu'on ait des bourrages dans nos tondeuses en fonction de l'humidité de l'herbe. Puis également dans d'autres industries, telles que donc l'industrie chimique, pétrolière, l'environnement. On a également pas mal donc, de demandes, de sollicitations dans l'industrie alimentaire, donc qui va être l'objet de la présentation par la suite, que ce soit donc, pour tout ce qui est problématique d'emballage, maîtrise des processus d'emballage. Donc là, c'est un des problèmes. Et puis d'autres problématiques, telles que dans les problématiques de cuisson, par exemple. Et puis également donc, dans l'industrie pharmaceutique, pour maîtriser l'emballage également, mais également maîtriser toutes les problématiques d'enrobage, s'assurer qu'on a suffisamment de matière qui se mettent autour des comprimés, par exemple, pour être sûr qu'on maîtrise bien le procédé caché derrière. Et donc, dans toutes ces industries, donc l'objectif, c'est soit d'améliorer un procédé ou au moins, du moins, de le maîtriser, donc un procédé chimique, par exemple, mais également minimiser les risques d'usure quand on a des procédés des simulations, des situations où on fait du transport de roches, par exemple, où on va lâcher des roches sur un système de transport, au bout d'un moment, ça va finir par s'user, se casser. Donc voilà, donc on va vouloir maîtriser tous ces procédés-là. Augmenter la durée de vie d'un équipement, analyser la charge que reçoit une structure lorsque les particules vont tomber sur celle-ci. Enfin, il y a plein d'applications et encore, on les imagine encore pas toutes, parce que c'est quand même une technologie relativement nouvelle. Et donc, les applications viennent au fur et à mesure. Alors,
Juste pour bien comprendre de quoi on parle, hein, je ne vais pas vous embêter très longtemps sur l'aspect mathématique et qu'est-ce qui se cache derrière le code, mais c'est toujours bien de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc, quand on simule de la DEM, hein, la simulation de particules, si on prend l'exemple ici de la chute d'une particule, qu'est-ce qui est fait dans le logiciel? En fait, on résout simplement la seconde loi de Newton, somme des forces égale masse fois l'extérieur, masse fois l'accélération, pardon. Donc, les forces, hein, c'est les forces, donc le poids, la particule soumise à son propre poids, à la gravité, et les forces extérieures hein, qui peuvent rentrer en jeu, dont une force hein, qui va être assez importante et assez complexe, qui va rentrer en jeu, c'est les forces de contact. Donc, quand on a une particule qui est en chute libre, initialement, bon, celle-ci, elle est simplement soumise à l'effort de gravité. Et ensuite, quand la particule va rentrer en contact avec l'environnement extérieur, hein, que ce soit une paroi ou une autre particule, hein, une seconde force va rentrer en jeu, c'est une force de contact. Et ensuite, quand elle a perdu le contact, on n'a que l'accélération, la force de gravité qui rentre en jeu. Donc, vu de loin, ça semble tout simple. Alors, qu'est-ce qui fait que la 2M est quand même quelque chose de relativement nouveau et de complexe? La première difficulté, c'est justement c'est de déterminer cette force de contact. Pour faire simple, on va dire il y a deux difficultés. La première, c'est détecter le contact, donc le contact entre une particule et son environnement, ou entre deux particules, ou trois particules, ou X particules hein, qui vont être rentrées en jeu. Donc là, dans les codes DEM, il va y avoir un algorithme qui va permettre de déterminer un chevauchement entre deux particules. Et quand il y a un chevauchement qui est de X%, hein, donc dans Rocky, c'est de 1%, on va dire, il y a contact. Donc ça, c'est la première difficulté, hein, c'est cet algorithme de détection de contact qui fait que la DEM est assez complexe et qui est quelque chose de relativement nouveau. Bon, ça, après, c'est dans le code, c'est secret, hein, c'est l'éditeur qui maîtrise ça, donc on ne va pas aller plus loin sur ce sujet-là. Et la deuxième chose, c'est quand deux particules rentrent en contact, ou quand elles rentrent en contact avec quelque chose à l'extérieur, une paroi, quelle est la valeur de cette force de contact? Donc là, pareil, c'est l'éditeur, hein, il détermine cette force de contact via un système masse-ressort, donc il y a un ressort virtuel, hein, avec une raideur qui va permettre de déterminer cette force de contact. Et on va ainsi pouvoir maîtriser la façon comment deux particules, quand elles vont venir rentrer en collision, comment celles-ci vont se repousser et repartir dans une autre direction dans le code. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une des difficultés qui est intégrée dans le code. Bon, dans l'aide du logiciel, on peut aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a à gérer. Une dernière difficulté, enfin deux dernières difficultés qu'on a dans la DEM, on imagine bien que, avant de parler de calibration, c'est que là on a fait somme des forces égale Emma, mais quand on a beaucoup de particules, là cette équation on doit la résoudre un nombre de fois très très important. Et donc la troisième difficulté c'est ça, c'est que certes les équations sont peut-être pas très complexes, mais on doit les résoudre un nombre de fois, autant de fois qu'il y a de particules. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais juste très rapidement, donc on va pouvoir exploiter les CPU, les GPU sur nos stations de travail, et donc on va pouvoir paralléliser le calcul pour pouvoir accélérer le temps de restitution. Et la dernière difficulté, c'est la calibration des matériaux, c'est définir les propriétés physiques des matériaux pour pouvoir faire la DEM. Alors ça, c'est pas propre à la DEM, hein, c'est propre à toute simulation, hein, que ce soit en mécanique des fluides ou en calcul de structure, on doit définir des propriétés physiques qui soient représentatives de la réalité. Le problème qu'on a en DEM, c'est que ici vous avez un exemple hein, où on lâche des particules, initialement elles sont dans un cylindre, et quand on fait monter le cylindre, ces particules s'étalent. Qu'est-ce qui fait que les particules s'étalent comme ça? Est-ce que c'est dû à la forme de la particule? Est-ce que c'est dû au coefficient de friction? Est-ce que c'est dû à des facteurs d'adhérence, à la raideur de la particule, la résistance au roulement, la masse volumique des particules? Ou est-ce que c'est un petit peu tout ça, quoi, voilà. Et donc ça, c'est au cas par cas. Malheureusement, on va pouvoir trouver quelques données dans la littérature, mais c'est un petit peu au cas par cas. On ne va pas forcément tout trouver dans la littérature.
Et également, ça va dépendre du degré d'humidité des particules, enfin de plein d'autres choses. Et donc, pour déterminer ces valeurs, ces propriétés physiques, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des essais de calibration avant de se lancer dans la simulation vraiment de particules, hein, de notre procédé, afin de déterminer ces propriétés physiques. Et c'est ce que je vais vous présenter sur un cas d'application concret. Alors, pour les clients qui utilisent Rocky, ou si vous envisagez de faire l'actualisation de Rocky, un petit outil qui est vraiment sympa et qui est mis à disposition gratuitement, alors entre guillemets, hein, c'est inclus dans la licence, qui est mise à disposition par l'éditeur de logiciel, c'est la Rocky Calibration Suite. Donc c'est une petite boîte à outils, enfin c'est même 8 boîtes à outils, de modèles de calibration qui sont préconfigurés dans le logiciel. Donc en fait, il existe différents types de calibration, d'essais de calibration qu'on peut mener dans un laboratoire ou dans un laboratoire agréé, hein, qui a les outils pour faire ce type de calibration. Et dans le logiciel, vous allez retrouver ces essais en essais virtuels. Et donc, vous allez pouvoir reproduire l'essai que vous aurez réalisé dans le laboratoire grâce à ces petits essais. Par exemple, ici, on va retrouver l'essai vu précédemment, cet essai-ci, où on positionne des particules dans un cylindre et on fait monter le cylindre et on voit comment les particules se répartissent et on mesure l'angle que forme le tas de particules. Il existe plein d'autres essais que vous avez ici. Nous, on va s'intéresser uniquement à celui-ci, celui en haut à gauche, donc l'angle de repos statique dans un cylindre. Et donc, dans le logiciel, vous allez avoir une interface qui a été mise en place par l'éditeur, qui va vous permettre de tester différentes valeurs, que ce soit pour la masse volumique des particules, la raideur des particules, les coefficients de friction, les coefficients d'adhésion. Et vous allez tester tout un jeu de paramètres avec pour objectif d'atteindre l'angle que vous aurez mesuré lors de votre essai mené en laboratoire. Donc pour illustrer ça, donc un exemple donc sur des particules de carottes, donc qui a été fait pour un de nos clients dans le secteur alimentaire. Et donc, comment on a mené la partie calibration? Donc, le client, il a fait l'essai du cylindre, hein, donc il a positionné tout un certain nombre de particules de carottes sous forme cubique dans un cylindre. Il a levé le cylindre et il a mesuré l'angle que formait le tas de carottes par rapport à la table horizontale. Et donc, il a mesuré un certain angle. Et donc, nous, ensuite, avec le logiciel Rocky, on a reproduit cet essai de façon à atteindre cet angle du tas de carottes et en ajustant les propriétés physiques des parties de carottes. Et ensuite, après, une fois qu'on a fait cette étape-là, on avait les bonnes valeurs physiques de calibration. On pouvait passer à l'étape suivante, spécifique à ce client. Donc, comment ça se passe, hein? Donc, d'un point de vue modélisation, dans Rocky, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On a besoin de la forme géométrique des particules, hein. Donc là, c'était des particules de carottes de 1 cm3. On a besoin des dimensions du cylindre, de la vitesse à laquelle on soulève le cylindre initialement, et puis de la quantité de carottes qu'on met dans le cylindre. Voilà. Et ensuite, donc, comme vu précédemment, on a des inconnus, donc on en a 5 ici. Donc on a le module Young, on ne connaît pas le module Young de nos particules de carottes. On ne connaît pas le coefficient de frottement statique, donc qui est la résistance au frottement entre les particules sans mouvement relatif entre les particules. On ne connaît pas le coefficient de frottement dynamique, qui est un petit peu la même chose, mais lorsque celle-ci, quand les particules commencent à glisser. Et on ne connaît pas ces deux paramètres qu'on appelle la distance adhésive et la fraction de raideur, ce sont des coefficients qui caractérisent l'adhésion des particules du fait de leur humidité. Et donc, avec la calibration suite de Rocky, on a lancé toute une batterie de simulations en jouant sur ces différentes valeurs de ces 5 paramètres-là, de façon à atteindre notre objectif de 147 degrés.
Donc, comment ça se fait? Comment on procède? C'est assez simple, hein. On lance toute une batterie de simulation et puis là, on s'est rendu compte, par exemple, que quand on faisait varier le module Young de nos particules de carotte, donc dans des valeurs, bien sûr, qui sont représentatives de la réalité, hein. Donc, il y a une étude bibliographique qui a été faite au préalable. On voit, donc la ligne en rouge, hein, c'est l'angle mesuré lors de l'essai. Et les histogrammes, c'est les valeurs mesurées lors des simulations. Et on voit que le module Young, en fait, n'a que peu d'impact sur la mesure de l'angle. Donc, c'est pas ce paramètre qui fait que les carottes se positionnent avec un angle de 147 degrés sur la table. De la même façon, les coefficients de frottement statique et dynamique ont peu d'impact non plus sur la mesure de l'angle. Donc, on a pu choisir un jeu de données et passer sur le dernier paramètre qui est vraiment, lui, qui joue vraiment sur l'angle de tas de particules de carotte, qui est la distance adhésive et la fraction de raideur. Et donc là, on voit justement qu'en faisant varier ces paramètres, on est plus ou moins proche de l'angle visé, de l'angle obtenu lors des essais. Donc ça s'explique très bien, hein. En fait, au final, hein, la forme du tas, il est vraiment piloté par deux choses, hein. La première, c'est la forme des particules, hein. Là, on a des particules cubiques. Vous imaginez bien que si on avait eu des particules sphériques, il y aurait eu un coefficient de résistance au roulement qui rentrerait en jeu. Là, bon, forcément, ça ne rentre pas du tout en jeu. Et puis, la fraction de raideur et la distance adhésive rentre forcément en jeu parce que les carottes elles sont plus ou moins humides, hein. Ça, vous avez tous coupé des carottes chez vous, hein. Je pense que vous mangez tous un peu des carottes, hein. Et selon qu'elles sortent du frigo en sortant du magasin ou une semaine après, elles n'ont pas la même degré d'humidité et donc elles sont plus ou moins adhésives, hein. Donc tout s'explique. Et donc, mais ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est déterminer un ensemble de jeux de paramètres. Donc, on a défini deux jeux de paramètres, hein, selon le degré d'humidité des particules. Et donc, ainsi avoir pour une première configuration, pour un module de Young, on utilisera ces coefficients, donc coefficients de friction statique et dynamique, et ces paramètres liés à la friction adhésive des carottes. Et pour un autre module de Young correspondant à un autre degré d'humidité des carottes, on utilisera ce jeu de paramètres. Et donc là, maintenant, on peut être confiant pour l'étape suivante de modélisation, hein, donc, que je ne vous présente pas, hein, pour des raisons de confidentialité. Mais on peut être confiant sur la suite de la simulation. Donc, juste pour résumer, hein, donc, pour valider quand même que ce qu'on a fait est correct, ici, on a des visualisations des résultats. Donc, la première ligne, c'est les mesures expérimentales. Donc, quand on remplit notre cylindre, le client mesurait une hauteur de 23,5 cm de particules de carotte dans le cylindre. Au niveau de la simulation, on a 24,7. Bon, après, là, ça dépend un petit peu de l'agencement des particules. Puis bon, le fait aussi que certaines particules ne faisaient peut-être pas exactement 1 cm3 lors des essais. Et ici, on mesure l'angle que forme le tas par rapport à la table. Donc là, il y avait un angle mesuré expérimentalement de 147 degrés et qui pour nous est également de 147 degrés. Bon, un écart de 0,3%, c'est bon. On ne vous met pas les chiffres après les virgules. Il y a forcément un petit écart. Et donc là, vous voyez à gauche un essai. Alors, il y a eu beaucoup d'essais, hein, c'est pas exactement l'essai qui a été retenu, mais bon, il y a eu tout un ensemble d'essais qui ont été faits par le client. Et à droite, la simulation. Et donc, ainsi, on voit comment, si les particules se positionnent bien correctement et qu'on retrouve bien notre angle à l'issue de la calibration. Et donc ça, typiquement, hein, si vous faites de la simulation de particules, c'est ce type d'essai, hein, que vous pouvez mener vous-même. Ça ne nécessite pas non plus des moyens expérimentaux très puissants. Alors vous avez vu, il y a d'autres types de calibration, hein, pour des poudres. Par contre, là, il va falloir utiliser des outils plus perfectionnés, par exemple. Et là, peut-être que soit il faudra faire l'acquisition du matériel ou passer par des laboratoires spécifiques
Si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et on peut vous mettre en relation avec ces laboratoires. Donc voilà, donc, pour conclure, enfin, juste au niveau de RockIDEM, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Rocky, de ce qu'on pouvait, enfin, de toutes ses fonctionnalités, hein. Là, on a juste parlé de la calibration suite, hein, donc l'outil de la partie de calibration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Rocky, on peut simuler tout type de particules, hein, donc de toute taille, toute forme. On peut également simuler la fragmentation de particules, hein. Il y a des lois, des modèles qui sont implémentés dans le code. Sachez également qu'on peut personnaliser le solver, enfin le pré, le post et également le solver, hein. Donc il y a un outil un API, donc vous pouvez scripter vous-même dans Rocky, donc avec du script Python. Donc s'il y a des modèles de force que vous voulez implémenter dans le code qui n'existent pas, vous pourrez le faire par vous-même. Donc, comme je vous le disais, hein, donc avec Rocky, on va simuler un grand nombre de particules et donc on va exploiter les performances du solver, la parallélisation du solver en multi-CPU. Également, on va exploiter, si vous avez une bonne carte graphique, le GPU. Et avec Rocky, c'est le seul logiciel DEM sur le marché qui vous permet même de faire de multi-GPU. Donc, si vous avez deux, trois très bonnes cartes graphiques permettant de faire du calcul dessus, ben, vous pourrez l'exploiter. Également, un point important, Rocky donc, travaille depuis très longtemps avec ANSYS et depuis ce début d'année, Rocky fait partie officiellement de la gamme des produits ANSYS. Et donc, vous pouvez coupler Rocky avec les outils ANSYS. Donc, par exemple, coupler Rocky avec ANSYS Mechanical pour faire un couplage avec un calcul structurel. Donc, si vous voulez voir comment la structure va se déformer, être contrainte du fait du choc des particules, et également coupler Rocky avec Fluent, donc pour faire du couplage soit unidirectionnel, soit bidirectionnel avec Fluent. Et donc là, faire un couplage DEM fluide. Et puis bon, après, bon, facile à utiliser. Alors bon, vous allez dire, ça n'engage que moi, mais oui, c'est quand même c'est une interface qui est quand même assez moderne et qui bon et que vous pouvez personnaliser, comme je vous le disais. Et également, bah, sachez qu'on propose des formations que je donne 1 à 2 fois dans l'année. Et donc, bah, si vous voulez vous former à Rocky, il ne faut pas hésiter à nous consulter pour se former à l'outil. Et puis donc, un des points forts, hein, donc c'est la calibration suite, donc qui vous aide à calibrer vos particules et donc de ne pas faire n'importe quoi sur votre simulation DM par la suite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, bah, je me fais un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Michael. On a beaucoup de questions, effectivement. Comme c'est un produit qui est nouveau pour la plupart des participants. On a eu beaucoup de questions. Alors, je vais en poser une première. Est-ce que Rocky est adapté à la modélisation des particules fines PM2.5 et PM10 dans les milieux fermés et ouverts? Alors, oui, avec des particules fines, il n'y a pas, c'est adapté. Le problème, la seule limitation que vous aurez, c'est le nombre de particules. Forcément, hein, plus les particules sont fines et si vous avez un grand volume, bah, vous allez être un petit peu bloqué, sauf si vous avez des moyens de calcul qui sont très, très importants. Par contre, donc là, c'est là où vous allez exploiter le multi-CPU, le multi-GPU. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous avez également dans Rocky, j'en ai pas parlé aujourd'hui, un outil qui vous permet de définir un matériau équivalent, le coarse grain model. Voilà, excusez-moi, ça va bien. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de réagréer, en fait, de simuler vos particules fines comme un agrégat de particules plus grosses. Donc, vous allez réduire le nombre de particules. Donc, on va dire, vous allez passer peut-être d'un modèle de 1 million de particules à 200 000 particules. Et le coarse grain model, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va agglomérer les particules, les petites particules entre elles et ajuster justement les propriétés physiques qu'on vient de calibrer de façon à avoir un comportement identique à des poudres, mais sur des plus grosses particules. Donc, ainsi, bah, vous allez pouvoir simuler vos poudres fines avec un coût calcul moindre. Alors, tu as mentionné la partie expérimentale. Il y a beaucoup de questions sur cet aspect-là.
Connaissez-vous des laboratoires pour calibrer et implémenter ces données dans Rocky Calibration Suite? Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit le lieu de donner les noms ici, mais par contre, comme je vous le disais, hein, si vous avez besoin de noms de laboratoire, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on vous met en relation directe avec eux. Et puis après, vous voyez avec eux, il n'y a pas de souci. Une autre question, il semble que la calibration, donc l'expérimentation, même si ce n'est pas directement lié, soit indispensable si on veut obtenir un résultat réaliste. Est-ce bien le cas? Oui, mais ça c'est vrai c'est pas uniquement vrai pour la simulation. voilà, c'est pas vrai que pour la DM, comme je le disais tout au début, hein, c'est vrai pour la mécanique des fluides, c'est vrai pour le calcul de structure. Si on n'utilise pas les bonnes propriétés physiques des matériaux, on n'a pas les bons résultats. Quel est le temps moyen pour des simulations avec Rocky Calibration Suite en donnant le nombre de particules et autres données importantes des simulations? Ça va dépendre. Là, je vous ai montré des simulations, donc c'était des grosses particules, hein, et il n'y en avait pas beaucoup, hein, on était sur un petit nombre de particules. Donc là, on parle de simulations qui vont durer peut-être 30 minutes, 1 heure. Donc là, vous pouvez en lancer beaucoup. Et donc, comme je le disais après, si vous simulez des poudres, forcément, ce sera beaucoup plus long, hein. Alors, on y a pas forcément répondu. Est-il possible de simuler l'interaction entre des particules modélisées et une surface solide, par exemple érosion de Oui. parties tournantes? Oui, Oui. donc en fait, les interactions qui sont prises en compte dans Rocky, ce sont les interactions entre les particules, mais également entre les particules et son environnement, hein, donc les parois de votre structure, de votre système de transport. Et si vous souhaitez modéliser l'érosion des parois, il y a même dans le logiciel un module d'érosion intégré. Donc vous pouvez modéliser ce phénomène-là. La méthode DEM permet-elle de prendre en compte les échanges thermiques entre les particules? Oui, alors dans Rocky, vous avez un module thermique qui permet de prendre en compte uniquement la conduction thermique entre les particules. Donc imaginez, vous avez vos particules dans un bol, vous chauffez les parois du bol. Du fait de la conduction, ça va venir chauffer plus ou moins rapidement, hein, en fonction de la conductivité thermique au centre de vos particules. Donc ça, c'est intégré directement dans le logiciel Rocky. Et ensuite, si vous voulez prendre en compte les phénomènes de convection, rayonnement qui peuvent rentrer en compte, vous pouvez très bien coupler votre simulation DEM de Rocky avec Fluent et ainsi prendre en compte les échanges convectifs dans ce couplage DEM fluidique. Autre question, est-ce que Rocky est plus en mode de calcul SPH sans maillage ou plutôt en mode CFD avec maillage et du coup plutôt allégé en cartésien notamment? Voilà, c'est sans maillage, hein. Là, on est sur une méthode lagrangienne, hein. Donc on suit les particules individuellement. Donc là, il n'y a pas de maillage.